toutes et à tous dans Bel et Bien. Ce matin, on se libère des injonctions inutiles. Tout va bien, Agathe? Donc top. Tout va bien. Top, oui. Ça va? Vous faites de la gueule ou quoi? Si. Non, Je mais vous enfin connais. bon, non, mais Je vous connais. Je vous connais. c'est quand même dingue, Ali. Pourquoi une femme qui sourit pas en permanence fait forcément la tronche? Enfin, je dis non, moi, à cette injonction au sourire féminin. On n'est pas obligé de trouver tout ce que vous dites formidable. On n'est pas obligé de sourire comme une potiche. Enfin, ras-le-bol, quoi, je veux dire. On Vous n'est pas l'avez non plus obligé compris, d'écouter voilà, tout ce- vous l'avez compris Quoi ce matin, Et c'est on vrai. parle de toutes ces injonctions, toutes ces pressions invisibles Voilà. qui pourrissent notre quotidien. Ensemble, on va apprendre à s'en débarrasser. Alors préparez-vous à lâcher prise et à rire en bon coup. Tout de suite, Agathe nous présente le sommaire Si je avec veux. le sourire. Si je veux. S'il vous Mais plaît. je veux, donc Merci. ça tombe bien. Mesdames, on apprend à dire merde à cette quête exténuante de la perfection avec l'autrice du livre, celle qui a dit fuck, Anne-Sophie Lesage, qui nous rappelle que la femme parfaite n'existe pas. Elsa dit stop aux injonctions, à la beauté et ose prendre la pause lors d'une séance photo thérapeutique sous l'objectif de la photographe Olga Benetton. L'objectif, c'est apprendre à se regarder autrement. Et puis enfin, rencontre avec la formidable Christine Janin, première française à gravir l'Everest et à boucler les 7 plus hauts sommets du monde. Elle a refusé de se conformer à l'idée qu'on se faisait d'une femme raisonnable, sage et discrète pour vivre son rêve au-delà des sommets et des clichés. J'ai juste envie de faire ce que j'aime. Et je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. J'avais des mecs hyper costauds avec moi en expé, c'est moi qui montais et eux, ils calaient. Donc voilà, ça veut rien dire. Nous, on est petites, mais il y a le mental, il y a une force qui est différente. C'est pas que le physique qui fait la différence là-bas. Et pour nous libérer du poids des injonctions, l'équipe de Bel et Bien, nos chroniqueuses et chroniqueurs, Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie et Stan Gusman, qui ne se soumet pas aux injonctions de changer de Non, les chemise. injonctions à l'hygiène, vous savez ce que je leur dis, moi aussi hein, vous savez Ouais, Voilà. ouais. Et puis notre experte du jour, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, Sylvie Chocron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Agathe. Bonjour Ali. Bon, dans un instant, on vous présente une influenceuse qui fait du bien. Elle s'appelle Ryan Mégère. J'espère que je prononce bien son nom. Et elle s'amuse à dénoncer les injonctions à la beauté avec humour, autodérision et tout, en publiant des photos en double sur ses réseaux. Donc à gauche, vous avez la version filtrée et parfaite. Et puis de l'autre côté, vous avez la version vie réelle avec les grimaces, les bourrelets, les postures naturelles et tout. Ça, c'est idéal pour décomplexer. Vous allez voir. Mais avant toute chose, Stan Gusman a un coup de gueule à passer comme souvent. Hein. Ça va faire mal. Ouh là là. Un coup de Les gueule à injon- pousser. Non, c'est parce que j'ai dit un coup de gueule à passer. oui. Sylvie me corrige. ok. Encore une Les injonction. injonctions à la Les langue. injonctions. Injonction à parler parfaitement sans faire de faute de français sur le service public. Ouais, Bon, ouais. voilà. Faut qu'on voie autre chose. Hein. Alors, les injonctions, c'est comme la mort ou les impôts, personne n'y échappe. Ce sont elles qui nous gouvernent et qui font de nous des pantins. Par exemple, à cause des injonctions à la beauté, j'ai moi aussi pris un abonnement annuel à la salle de sport après les fêtes pour y aller 3 fois. Et comme je ne m'y rends pas, je culpabilise et je me dis, mais Stan, t'es qu'une merde. Merci pour votre soutien, c'est super. Bah, écoute, Bref, ces injonctions fonctionnent comme des normes inconscientes qui guident nos choix de vie. Alors au départ, c'est bien les injonctions, ce sont des règles morales qui nous permettent de vivre ensemble, de préserver sa santé. Mais disons-le, trop, c'est trop. À un moment donné, et autant quand j'étais un mec célibataire, j'arrivais à vivre avec, mais depuis que je suis père, ouais, ça faisait longtemps que vous en avez pas parlé, bref, depuis que je suis papa d'un petit malot, je plie sous leur poids. Par exemple, il faut que je sois un papa impliqué, tout en adoptant une éducation positive, non oppressante, mais sans laxisme excessif pour qu'il ait quand même des repères propres à la figure d'autorité paternelle qu'on doit être en parallèle, mais qu'on doit déconstruire pour ne pas donner l'exemple d'un modèle masculin stéréotypé, tout en gardant ce qu'il faut de fermeté pour l'aider à prendre le bon chemin, mais en le laissant libre de ses choix, même s'il compte voter Mélenchon. Bref, il faudrait que je me débarrasse du poids de toutes ces injonctions. Mais dire qu'il ne faut pas en transmettre, n'en est-ce pas déjà une? Tempête sous un crâne. Hein. Bon, je ne sais pas si le message est très clair, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, nous avons besoin de règles, mais il ne faut pas que celles-ci nous étouffent. En fait, il faut mettre ce trop-plein d'injonctions à la bonne distance, car à se laisser submerger par elles, on finit par perdre ce qu'il y a de plus précieux, notre capacité à choisir vraiment ce qui nous rend heureux. Agathe, quand est-ce que le poids des injonctions vous a empêché de vous réaliser? Vous avez certes une vie parfaite, mais vous nourrissez peut-être quelques regrets à cause de ces injonctions, non?
Qu'est-ce que Non, vous j'ai auriez pas de aimé faire? regrets, mais j'ai eu, moi, quand j'ai démarré ce métier, j'avais une injonction à être sexy, je me souviens tout le temps. J'ai même pensé à me faire refaire les seins, parce que comme je suis plate comme l'autoroute A4, non, parce que tout ça est faux, hein, et c'est très rembourré, mais ben, j'ai failli le faire, alors vraiment ça, j'aurais regretté. Voilà, il parce faut que agir. je n'avais pas de complexe à la base, mais j'avais cette injonction-là tout le temps. Mais Stan, on a entendu votre message, vous inquiétez pas, ça y est, ça nous a touché au cœur. Et je suis sûre d'ailleurs qu'il résonne encore plus chez les femmes. Oui, parce Oui, il y que a la des liste de vos chances. injonctions de nouveau père, elle vous pèse, mais attendez de découvrir la nôtre, que nous résume parfaitement cette influenceuse québécoise. Je pense que j'ai compris. Faut juste dormir 8 heures, s'entraîner 5 fois semaine, manger sainement, boire 2 litres d'eau par jour minimum, compter ses protéines, ses calories, ses glucides, ses macros, faire du yoga pour la souplesse, prendre des vitamines, prendre des suppléments. Faut pas oublier le cardio, éviter le sucre, manger des légumes à tous les repas, prendre du collagène pour la peau, se masser avec une brosse anticellulite, un jeûne intermittent, réduire la consommation de café, faut pas oublier les douches froides, faut pas oublier de méditer, éviter l'alcool, éviter les ingrédients transformés, manger lentement, faut pas oublier de faire ses 1000 pas par jour, ah oui, boire du thé, faire de la madéro, drainage, faire des cures de jus vert, éviter le gluten, le lactose, le sucre, tout ça avec une job à temps plein, une maison à entretenir, des enfants à élever et en entretenant bien son couple. Voilà le secret, c'est vraiment facile. Elle a tout dit. Elle a tout dit, Non, ouais. ce qu'elle n'a pas dit, c'est que très certainement, toutes ces injonctions, on aura l'inverse dans 15 jours. Donc c'est très compliqué. Surtout, ne buvez pas de jus vert. Surtout, recommencez à à manger du gluten, parce que c'est très bon, je le fais très mal. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous parler du poids que font peser toutes ces injonctions sur notre santé mentale? Parce que c'est pas rien, on en rigole, mais bon. Maintenant, vous avez raison, parce que vous l'avez bien compris, on est en permanence en double tâche, voire triple tâche, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, mais en même temps, on doit activer son cortex préfrontal pour savoir si ce qu'on fait, on a raison de le faire, si on ne devrait pas faire autre chose. Et donc, en fait, cette double tâche permanente, d'abord, ça nous empêche d'être spontanés et de savoir, comme vous le disiez, ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc on fait, on se regarde faire, on se juge, et tout ça suscite une énorme charge mentale. Qui dit charge mentale dit fatigue, stress, manque d'attention, épuisement, voire si vous rajoutez à tout ça toutes les autres contraintes autour. Et donc effectivement, la plupart des femmes en général, mais tout le monde, vivent un enfer actuellement. Et en plus de ça, si vous rajoutez à ça le fait que sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que tout le monde y arrive, parce que tout le monde poste à 5h du matin une photo après le jogging, avant d'aller se doucher, d'aller amener les enfants à l'école, d'aller travailler, vous avez l'impression que tout le monde y arrive, sauf vous. Et donc du coup, ça génère une énorme culpabilité. Et donc ce cocktail culpabilité, injonction, anxiété, peur de mal faire, c'est terrible. Il est temps de déclarer la guerre à toutes ces injonctions qui nous gâchent la vie. Et pour ouvrir les hostilités, on accueille notre journaliste de guerre, Sarah Kadour. C'est quoi ce look? C'est quoi ce look? Il y a un problème, Stan. C'est frais. C'est encore un délit en 2025 d'être une femme et pas être maquillée, de pas avoir fait son brushing. Et il a aussi dit... Ali n'a rien dit, c'est fou ça. Ali peut porter ce genre de t-shirt sans que ça pose problème. Ah non, pas mais dès celui-là, qu'une non, femme non, arrive non. un peu négligée, ça fait tâche. Voilà. Non, arrêtez, Ouais. enlevez ça. Ouais. Oui, Agathe, ce matin, je m'adresse à celles qui n'ont pas eu le temps de se lisser les cheveux parce qu'elles ont juste tenté de survivre à leur vie. Alors allez-y les filles, décoiffez-vous, libérez vos racines, on y va, on se décoiffe, on se lâche. On va pas exploser si on relâche la pression, promis. Vous êtes très belle comme Moi, ça, je me Agathe. sens vachement mieux. Hein. Non, mais vraiment, en plus. Hein. C'est Mais plus oui, moi, Agathe. d'ailleurs. Ouais, parce que bah, là, je me c'est- regarde c'est dans joli. l'écran. Mais il y a un sud. Mais oui, Agathe, parce qu'on en a marre entre nous. Marre. On en a marre de ces injonctions à la belle petite femme bien apprêtée, ras-le-bol du soin naturel, mais pas trop. Du maquille-toi, mais sans que ça se voit. Du habille-toi bien, mais pas trop sexy. Alors Agathe, je suis sûre que vous avez déjà été victime d'injonctions, surtout à la télé. Allez-y, on balance son injonction. Sois sexy. Montre-nous tes seins. Eh oui, hélas. Ouais, Agathe. mais que je n'ai pas. Eh bien, Agathe, vous allez constater auprès des Françaises que j'ai rencontrées que nous sommes nombreuses à plier sous le poids des injonctions. Et pour le prouver, j'ai commencé par piéger quelqu'un dans la rue. Bah oui, on se refait pas. Est-ce qu'on peut juste baisser un tout petit peu le décolleté? Voilà, comme ça donne envie un petit peu. Si je donne envie. Voilà, aux téléspectateurs, encore un tout petit peu plus. Et tu peux faire un peu ça pour gonfler la poitrine. Parfait, c'est bien la poitrine comme ça. On va bien donner envie en tant que femme. Il faut qu'elle soit attrayante. Hein? Je rigole, parce que le thème, c'est les injonctions. Vous n'avez pas besoin de ça. Et alors, je les mets où je veux et quand je veux. Et après l'injonction à la beauté féminine, ce sera l'injonction au sourire féminin.
En tant que femme, il faut un peu sourire. D'accord? Voilà, comme ça. Un petit regard calme. Et comme ça, ce sera notre intro. Lisa, les femmes sont-elles plus soumises aux injonctions que les hommes? Les femmes sont beaucoup plus soumises, mais je peux pas forcer un sourire comme ça. Je rigolais. C'était parce que le thème, c'est les injonctions faites aux femmes. Est-ce que les femmes sont plus soumises aux injonctions que les hommes, généralement, et pourquoi? Je pense que oui, parce qu'on est dans une société patriarcale. C'est quand même plus sympa de mettre beaucoup plus de poids sur ces mesdames que ces messieurs, vu que je crois que c'est eux qui ont encore pas mal le pouvoir politique, économique, sociologique. Bon, bah voilà. Hein. Il faut assurer que les gosses, il faut assurer physiquement, il faut assurer au sport, il faut être une grosse bosseuse. Et on est toujours dans une espèce d'entre-deux, d'injonctions qui ne sont pas compatibles entre elles, et qu'on a le cerveau qui pète un câble. On demande aux femmes d'être tout à la fois, mais la femme parfaite existe-t-elle? Impossible. On peut pas être au four, au moulin, être une amante merveilleuse, une mère exquise, tellement patiente, une working girl qui est en train d'inventer le dernier vaccin et en même temps cuisiner bio et circuit court, c'est absolument impossible. Et c'est peut-être ça qui est bien. Quelles sont les injonctions auxquelles vous avez été confrontée, vous, dans votre vie? C'est l'injonction de ne pas prendre trop de place. D'abord, si on nous met au régime tout le temps, c'est que déjà notre corps, il doit plutôt être discret. Que j'étais pas assez féminine. Alors ça me tue tout le temps. Comment est-ce qu'une femme ne peut pas être féminine? D'être un peu dans la norme et de pas faire de vagues. Parce qu'une nana qui ouvre un peu sa gueule, un mec, on dit pas qu'il est grande gueule, on dit juste un mec qui... Chez une femme, ça peut déranger parfois. Et moi aussi, là, depuis le début de l'interview, c'est vrai. Ça m'agresse un peu. Ah bon? Ouais. Je suis agressive? Un peu, on va juste se canaliser un peu. Non, mais il y a aussi une injonction, je pense, à être partout. Voilà, on respire doucement. Voilà. Je rigole. À quel âge les injonctions féminines, elles sont les plus fortes? Franchement, j'ai pas de souvenir de pas en avoir eu. Même adolescente, tu commences à avoir de la poitrine. Attention, mets un soutien-gorge. Le fait que j'ai 40 ans et pas d'enfant, c'est les femmes qui me jugent. Pas d'enfant? T'as un problème? Bah non, j'ai pas de problème puisque j'ai pas d'enfant. Tout va bien. C'est la trentaine, parce que c'est vraiment l'âge où on est supposé tous se réaliser et tout cocher. Il y a un peu une checklist de le boulot, les enfants, le corps. Comment faites-vous pour lâcher prise et vous défaire de ces injonctions? J'avais découvert la boxe l'année dernière et j'avoue que ça faisait du bien. J'ai vu une psy, j'ai fait 3 ans de thérapie, etc. pour pouvoir à un moment me dire, bah t'es ça, il faut que tu t'acceptes en tant que ça en fait, tu vois, tu changeras pas. Bah, je suis devenue lesbienne. Le regard d'une femme sur moi m'a fait changer mon regard sur moi. Et ce serait la solution. Vous n'avez pas une copine à me présenter? Genre, je vais chercher. Je vais chercher, Sarah, il n'y a pas de problème. On va terminer par formuler ces injonctions. Pour les dénoncer, vous allez les dire face caméra. Moi, je ne veux plus jamais qu'on me dise de changer pour plaire. Tu m'aimes pas, tant mieux. Et il y en a plein d'autres qui sont bien lisses comme tu veux. Je ne veux plus jamais qu'on me fasse culpabiliser pour quelque chose qu'on pardonne aux mecs très facilement. J'aimerais qu'on soit jugé sur nos qualités intellectuelles et pas nos qualités physiques uniquement. Je ne veux plus jamais qu'on me dise que l'horloge biologique tourne et qu'il est temps de faire un enfant. Je ne veux plus jamais qu'on me dise d'arrêter de dire des gros mots. Je ne veux plus jamais qu'un homme m'explique quelque chose que je sais déjà. Je ne veux plus jamais qu'on me dise que je ne suis pas à ma place. Que vous n'êtes pas où? À ma place. Que vous n'êtes pas où? À ma place. Eh bien, vous êtes à votre place ici. Voilà. Prenez l'espace. Venez avec moi, on va le prendre cet espace. On le mérite. On est à notre place, messieurs. Vous vouliez ou non? Bien dit, les filles. Alors moi, on m'avait dit sois élégante, tiens-toi droite, mange proprement. Et ben voilà, je m'essuie la bouche avec mon bras et devinez quoi? Je me sens libre, parce qu'à force de courir après cette injonction à l'élégance féminine, on oublie qu'on a aussi le droit d'être juste bien, mal coiffée, vivante et pleine de maillots. Ce burger Bien sûr. est pour vous, et sachez qu'il est bien meilleur que la vie de n'importe qui. Marie, un petit croc? C'est veggie? Allez, on y va. On te libère. Ah ouais. Bravo. Et regardez, regardez ce qui est caché. Merci beaucoup, Sarah. Merci. À tout à l'heure, hein, Sarah. Hein? À tout à l'heure, bah, j'imagine, hein, parce que je sais que ce combat vous tient vraiment à cœur. Donc vous serez là tout à l'heure. Bisous.
Bon, on l'a entendu dans la bouche des Françaises, les femmes doivent être ambitieuses, mais enfin, elles doivent être aussi disponibles, maternelles, mais jamais envahissantes, séduisantes, mais naturelles. Les injonctions féminines forment un carcan qui nous pourrit la vie. Mais bonne nouvelle pour s'en défaire, on reçoit la journaliste féministe et créatrice du podcast sur la santé mentale Folie douce. Et ça nous fait du bien. Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour Lorraine Bastide. Merci d'être sur le plateau de Bel et Bien. Alors avec vous, on va explorer la manière dont toutes ces injonctions nous dominent, nous façonnent, nous étouffent aussi au quotidien, que ce soit dans la mode, la beauté, le sexe, la séduction, la maternité et j'en passe. Partout, on nous explique comment on doit se comporter en fait. Et à ce sujet, j'aimerais qu'on parle de ce qu'on appelle les injonctions contradictoires, c'est-à-dire cette double exigence dans laquelle deux messages opposés sont envoyés en même temps, de sorte en fait, qu'il est impossible d'y répondre sans en trahir un. Alors, en fait, on est condamné à l'échec, quoi. Lorraine Bastide, parlez-nous du poids de ces injonctions contradictoires que vous avez ressenti quand vous travailliez en tant que journaliste, par exemple, au magazine Elle. À l'époque, vous étiez tiraillée entre l'injonction contradictoire d'être une mère dévouée et puis en même temps, vous deviez être l'employée de l'année, quoi. Oui, j'étais tiraillée comme absolument toutes les femmes qui travaillent dans la société et qui sont aussi dont on attend qu'elles deviennent mères, qu'elles soient des bonnes épouses, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été, je crois, dans les années 80, vraiment mis dans la tête des femmes. Vous pouvez tout avoir, c'est-à-dire tous les problèmes, tout le poids du monde sur les épaules. Et ça, je l'ai vraiment ressenti quand j'étais au magazine Elle. Après d'avoir travaillé dans la presse féminine, c'était aussi un endroit où j'ai pu assister en direct à l'endroit où ces injonctions ont été diffusées. J'ai beaucoup appris au magazine Elle, j'adore la presse et voilà, il faut lire des magazines. N'empêche que pendant des années, cette presse féminine a servi de vecteur pour une image de ce qu'était la bonne féminité. Et quand on feuillette ces magazines, on voit qu'une femme qui correspond au stéréotype, c'est une femme qui est mince, qui est jeune, qui est hétérosexuelle, qui ne porte pas de t-shirt, qui ne mange pas de hamburger. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas arriver au bureau comme Sarah, vous ne pouviez absolument pas être autre chose que ultra lookée, si. Non, quand même. Si je pouvais. Le Elle, ça reste un magazine hebdo, un peu d'actu en France. Mais par contre, à la télévision, où j'ai fait un an de télé, comme vous, Agathe, on me disait de montrer mon décolleté. Ah bah comme moi, on me disait, tu veux pas être plus pétillante, plus fraîche? Et je voulais parler de sujets d'actualité, je voulais être sérieuse. Enfin voilà, j'étais diplômée en sciences politiques, j'avais des choses à apporter. Non, il fallait que je sois fraîche et que je fasse des choses un peu rigolotes et pétillantes, pas trop graves, pas trop sérieuses, et surtout que je porte un décolleté. Alors attardons-nous sur la principale injonction féminine, le célèbre « Sois belle et tais-toi ». Oui, même en 2025, l'apparence reste le premier filtre à travers lequel les femmes sont jugées. Vous l'avez déjà constaté à chaque étape de votre vie. L'apparence, oui, c'est en fait le premier critère sur lequel on juge la féminité. Et là, c'est vrai que c'est la pensée féministe qui m'a permis de le comprendre. Il suffit de lire la phrase la plus célèbre de Simone de Beauvoir, qu'on rabâche souvent, mais je ne sais pas si les gens entendent bien ce qu'elle veut dire. On ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire qu'être une femme, c'est pas un destin biologique, c'est pas parce qu'on est né avec telle disposition chromosomique ou génitale qu'on va devenir une femme. Être une femme, c'est se conformer à un certain type de comportement, notamment vestimentaire, qui nous permettent d'appartenir à cette catégorie. Et dans le livre que vous avez devant vous, Ali, dans Futur, je me rappelle que moi, quand j'étais hôtesse d'accueil, quand j'étais étudiante, je travaillais comme hôtesse d'accueil. Moi aussi, mon Dieu. Bah voilà, on est nombreuses à l'avoir fait. Et en fait, c'est un travail où on nous demande juste de porter des talons, de sourire, d'être gentil, disponible, aimable, de faire un peu la plante verte, mais d'être assez décorative. Et en fait, j'ai réalisé avec le recul que c'était une pure performance de genre. C'est-à-dire que j'étais payée à faire mon travail d'être une femme. Et à un moment, je me suis rendu compte que je pouvais me libérer de tout ça, m'asseoir les jambes écartées, porter des chaussures plates, dire des gros mots parfois si ça amusant, et que ça ne faisait pas de moi moins une femme, ou en tout cas moins moi. Au contraire, ça me rapprochait d'une forme de liberté et d'émancipation, et c'est ça que je souhaite, quoi. Alors, ce qui frappe, c'est à quel point ces injonctions ne s'appliquent pas de la même manière, évidemment, aux hommes. Le regard social, il est radicalement différent. On parle de double standard, c'est-à-dire cette idée qu'on juge différemment les mêmes comportements selon qu'ils viennent d'un homme ou d'une femme. C'est le fameux « une femme qui enchaîne les conquêtes est une... » mais un homme qui fait pareil, c'est un Don Juan. Alors Lorraine Bastide, comment est-ce qu'on explique cette inégalité de traitement, ce double standard qui persiste dans tous les domaines, du travail à la parentalité, en passant par la beauté ?
Eh bien, dans double standard, il y a double, il y a deux. Et en fait, je pense qu'on peut l'expliquer très simplement par cette obsession patriarcale de vouloir absolument diviser le monde en deux catégories, les hommes et les femmes, de vouloir marteler qu'il y a une binarité de genre extrêmement marquée. Donc, il y a des comportements qui sont masculins et des comportements qui sont féminins. Or, dans la réalité, il y a des hommes qui sont fleurs bleues, qui tombent amoureux tous les 4 matins. Il y a des femmes qui enchaînent les conquêtes. Et en fait, on est des personnalités, on est des individus avec des histoires, des vécus, des goûts, des envies, des désirs, et on ne peut pas être simplement déterminé par notre genre. Mais ces injonctions-là, je pense qu'elles ont vraiment un rôle d'organisation sociale extrêmement verrouillé, qui est une façon de s'assurer que tout le monde va bien rester à sa place et qu'on ne va pas mettre trop de chaos dans l'ordre actuel, qui est un ordre très hétéronormé, où l'objectif, c'est que chacun constitue sa petite cellule familiale, fasse ses enfants et fasse rouler la petite machine dans laquelle on vit tous. Enfin, moi, je veux bien prendre les hommes fleurs bleues. Hein. Oui. Voilà. C'est ce que j'ai retenu. Si on peut passer un petit message. Les hommes fleurs bleues. Envoyez des DM à Elsa, elle prend. Non, parce que bel et bien, on ne vous l'avait pas dit, mais c'est aussi une appli de rencontre. Oui. Donc, n'hésitez surtout pas. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas beaucoup marché. Oui, mais là, le message est très, très Là, il est clair. Je crois que... Là, identifier le profil. Homme fleur bleue, c'est pas Nous, mal, avec Marie, on cherche un amant. Mais si ça pouvait être un peu discretoche. Mais c'est vrai. Voilà. En filigrane. Bon, alors, les femmes sont bien plus soumises aux injonctions que les hommes. Alors ça, on l'a déjà un petit peu dit, mais enfin, on va quand même bien le rabâcher. Surtout les injonctions féminines, elles blessent davantage parce qu'elles enferment les femmes dans une quête d'adaptabilité et de perfection qui les conditionne à se dévaloriser en permanence, à douter de leur légitimité. C'est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui le dis, hein, Sylvie. Vous avez raison. C'est Sylvie qui... Oui, parce que je lis souvent les études qui sont faites par les chercheurs d'Harvard. Oui. Mais en plus, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Exactement. Et donc, en fait, mais vous avez raison, donc on parle de menaces de stéréotypes. Pourquoi menace ? Parce que le problème, c'est quand il y a un stéréotype du type les femmes sont moins intelligentes, les femmes sont moins bonnes en maths, voilà, tout ça, les femmes, en fait, le risque, c'est qu'elles se conforment à ce qu'on attend d'elles. Et donc, on connaît ça, il y a un biais de conformité. Donc, les femmes, classiquement les jeunes filles, si on leur donne un devoir, et là, il y a eu une étude scientifique vraiment, si on leur donne un devoir de maths, de géométrie, et qu'on leur dit que c'est du dessin, elles sont meilleures que les hommes. Si on leur dit que c'est de la géométrie, elles sont moins bonnes pour le même exercice. Ça prouve quoi ? Ça prouve que véritablement, on se conforme à ce qu'on attend de nous. Et donc, plus la société va véhiculer des stéréotypes qui sont dégradants, plus les femmes, elles vont s'auto-déprécier pour coller aux stéréotypes. Et ce qui est grave, c'est que ça arrive aussi pour des femmes accomplies, pour des femmes qui ont du pouvoir. Donc en fait, la réussite sociale n'enlève rien à ça. Même les femmes qui ont réussi professionnellement, si on attend d'elles qu'elles échouent dans un domaine ou qu'elles soient moins bonnes que les hommes dans ce domaine-là, elles vont se conformer à ce qu'on attend d'elles. Classique. Alors les hommes, eux aussi, ont leur lot d'injonctions, toute proportion gardée par rapport aux femmes, bien évidemment. Et parmi ces injonctions masculines, l'obligation à la virilité qui nous enferme dans une quête de puissance et de contrôle. Et à propos de cette injonction à la performance, un chroniqueur anonyme avait une question à vous poser. Qui est cette personne ? Alors, je voulais parler du poids de cette injonction à la virilité sur ma sexualité, notamment au sein de mon couple. À cause de cette injonction à la performance sexuelle, c'est limite si on ne doit pas tenir un tableau Excel des orgasmes et du nombre de rapports hebdo qu'on a avec notre chérie. Si tu fais l'amour moins d'une fois par semaine, c'est pas normal. Et en tant que mec, on doit avoir envie tout le temps et surtout être à l'initiative du rapport en permanence. Alors que parfois, moi, je veux que ce soit ma femme qui m'attraque par la bistouquette. Et puis parfois, j'ai juste envie de tendresse. Je veux pouvoir être mou du bout, sans honte, car l'amour, ce n'est pas que de la pénétration. Voilà, Lorraine, je me demandais si vous partagez ce que je ressens sur ce devoir sexuel qui nous met une pression sans nom. Mais merci, en fait, et bravo surtout, parce que vous brisez un tabou, mais ça n'est pas à opposer avec ce qu'on vient de dire du point de vue des femmes. Au contraire, c'est la continuité et la logique. Les féministes se battent pour que les femmes puissent se comporter comme elles le veulent au lit, et les hommes aussi. Et vraiment, l'idée, c'est justement exactement ça. Vous avez le droit de bander mou, et personne ne va pouvoir se moquer de vous. Vous avez le droit aussi de... Non, mais remettez les lunettes, il ne faut pas que je m'adresse à vous, vraiment. Non, mais je pense que c'est vraiment un endroit de tabou
goût extrême. Et le fait de le tourner en dérision, d'en faire une blague, ça en dit long. Alors qu'en fait, ça aurait pu être une chronique extrêmement sérieuse sur les hommes aussi aimeraient avoir le droit qu'on leur foute la paix et avoir la sexualité. Non, mais à visage découvert, je le pense en partie. Oui, je le vois. En partie. C'est quoi l'autre partie? Rien. Lorraine Bastide, face à ce système si enraciné, parfois même intériorisé, une question centrale se pose. Comment se défaire de ces schémas? Comment désapprendre ces injonctions qui ont un impact sur la santé mentale des femmes? Je pense que la représentation, c'est un enjeu assez important. Ça paraît anodin, mais la façon dont ces images, en fait, s'impriment dans nos rétines, pourquoi on pense en permanence qu'une femme doit être mince, par exemple, c'est parce qu'on est bombardé depuis l'enfance d'images de femmes minces dans les publicités, dans les films. Alors effectivement, avec Instagram, les réseaux sociaux, ça devient encore plus violent parce que des images, là où on en avait 10, 15 par jour, aujourd'hui, on en a facilement des centaines. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on est en train d'écrire un livre, de faire une émission de télé, de faire un film, une publicité. Il faut réfléchir en termes de représentation, diversifier au maximum les personnes qu'on met à l'écran, qu'on met à l'image. Et je pense que vraiment l'impact de ces images sur nos cerveaux, je parle sous le contrôle de la neuropsychologue à côté de moi, est vraiment très très important et déterminant et peut vraiment faire bouger les choses. Il y a un an, Lorraine Bastide, vous avez lancé un podcast, je le disais tout à l'heure, précurseur, qui s'appelle Folie douce. Et dans ce podcast, vous abordez un autre tabou, c'est celui de la santé mentale. À l'origine de ce fléau dont on commence enfin à parler dans notre société, mais depuis pas très très longtemps, c'est l'injonction au bonheur. C'est ça la genèse. Je pense qu'on peut, on peut dire que c'est une injonction, le bonheur. En même temps, je pense qu'on peut dire aussi que c'est un droit et que je pense qu'il y a aussi énormément d'individus qui sont coupés de ce droit au bonheur pour des simples raisons vraiment de contexte social. Il y a aussi une très grande réflexion à mener sur la santé mentale des adolescentes, parce qu'il a été prouvé que c'est vraiment autour de 12-13 ans, au début de la puberté, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui vont commencer à se scarifier ou à avoir des troubles du comportement alimentaire, justement en raison de ce poids des injonctions sociales. Mais cette fois, j'interviewe aussi des hommes. Et ça, c'était aussi important pour moi, je vous regarde à nouveau, de pouvoir aussi permettre à des hommes d'avoir un espace, des discussions d'1 heure où on prend le temps de parler de leurs émotions, de parler de leurs difficultés, de parler aussi peut-être de leurs troubles psychiques, parce que l'idée, c'est de juste déverrouiller la parole. Merci infiniment, Lorraine Bastide, d'être venue et merci pour votre éclairage. J'invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à poursuivre cette réflexion en se plongeant dans votre livre Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. C'est en poche chez Point, ainsi que votre nouvel ouvrage Enfin seul aux éditions Alary. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Lorraine. Merci dans un à vous. instant, on se libère des injonctions à la beauté. Non, mais c'est vrai, je peux plus. Non mais vraiment, ça je vous le dis, mais de tout mon cœur. On apprend à regarder son corps avec bienveillance grâce à Elsa, qui s'est livrée à une séance photo thérapeutique sous l'objectif d'Olga Benetton. Vous allez voir, c'est dans quelques instants. Mais avant de découvrir ces clichés inspirants, libérateurs, on ose sortir du cadre avec le formidable témoin que Marie-Treille Stéphanie a rencontré. Ce matin, on prend de la hauteur et juste avant de vous expliquer pourquoi on voit ces images de l'Everest, pardon messieurs, mais je m'adresse aux femmes de ce plateau avec cette question. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez eu la sensation de briser le plafond de verre, ce fameux plafond que la société place au-dessus des femmes ? Moi, c'est quand j'ai été en bout de table dans une émission seule, sans co-animateur. Ça, j'ai eu l'impression que... Ouais, de pulvériser... voilà, mais j'ai avec la conscience que c'est extrêmement rare. Voilà. Elsa ? Mais moi, j'ai pensé à un défi sportif. Je sais pas pourquoi, Oui, mais c'est le vrai. défi d'elle que j'ai fait avec Marianne Moin, qui fait partie de cette émission. On salue. J'avais cette sensation de réussir à faire quelque chose qui, au départ, était plutôt masculin, en fait. Tu es allée au bout ? Je suis allée jusqu'au bout et je réitère d'ailleurs, je vais recommencer. Elle recommence. Tu prends goût. On recommence l'expérience, sauf que maintenant je ne suis pas dans le déni, je sais que je vais vraiment souffrir. Sylvie ? Alors moi, Tous vous les allez jours rire, mais ça fait 15 jours.
Ah bon? Mais Ah bon oui. Bravo, Bah oui. félicitations. 15 jours. Non, vous allez savoir pourquoi. Parce qu'en fait, il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais accédé à la dernière classe des directeurs de recherche au CNRS. Oh là là, c'est-à-dire bravo. classe exceptionnelle. Bravo, Mais on c'est peut pas- l'applaudir. Non. Ah si, si, Je dis si. pas Bah, ça pour si. ça. Je dis ça parce que pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas accessible pour quelqu'un, pour une chercheuse qui restait une femme comme moi, qui était à la télé, avec vous Ah bon ici, qui avait des enfants. Et donc, si je vous donnais les pourcentages, vous comprendriez pourquoi. Donnez-les-nous. Il y a à peu près, je sais pas, 7-8 fois moins de femmes qui accèdent à ce titre-là que d'hommes. Et déjà, c'est pas fréquent chez les hommes. Et donc, du coup, oui, voilà, c'est tout récent. Voilà, Mais faut le dire, derrière bravo. moi, il y a tout un tas de femmes qui pensent que ça n'arrivera jamais. Et donc, je leur dis, Figure voilà, il faut d'exemple. que les choses changent parce que, en tout et pour tout, voilà, il y a peut-être une 50aine de femmes en France, quoi. Donc, il faut qu'on puisse marrainer toutes les Vous jeunes ouvrez la filles voie. qui aiment les sciences. Voilà. Bravo. Eh ben, sachez que Et vous, Marie? Moi, Je l'avais pas vu venir celle-là. si, non, mais alors là, on est dans la thématique de l'alpinisme et tout, mais en tant que grenobloise, un jour, on m'a mis au défi d'aller faire le Mont-Aiguille. On était en soirée, il était très tard, il y avait 2 garçons avec moi, et j'ai vu qu'ils me croyaient pas. Ouais. Et le lendemain, à 7h du matin, on a crapahuté, on a même fait de l'escalade, et j'étais très fière de monter jusqu'en haut. Bon, c'est une petite réussite, mais c'était ma fierté de mais l'avoir ça vient fait, de du les fait avoir qu'on pris vous au mot. regarde comme si vous étiez... tu vas pas pouvoir le faire, toi, Oui, faible voilà, femme. et puis 2 mecs et tout, et ben je l'ai fait, j'étais très fière. Voilà, c'est des petites fiertés aussi. Des grandes Bref. fiertés. Donc sachez que j'ai rencontré une autre femme exceptionnelle qui a réussi à briser ce plafond de verre. Elle s'appelle Christine Janin et elle a une telle force de caractère, vous allez voir. Je crois que sincèrement, elle n'avait même pas vu qu'il y avait un plafond de verre au-dessus d'elle. Elle a juste décidé qu'il n'existait pas. C'est peut-être pour ça qu'à 33 ans, elle devient la première Française à gravir l'Everest. C'est simple, Christine, rien ne l'arrête. Elle a toujours su ce qu'elle voulait. D'ailleurs, elle assume pleinement le fait de ne jamais avoir voulu d'enfant pour ne pas entraver sa liberté. Une liberté qui l'a conduite au sommet. Christine Janin est la première Française à avoir gravi l'Everest et plus de 7 sommets les plus hauts du monde quand on lui disait de rester sagement à la maison. Rencontre avec une légende. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes une pionnière, vous êtes une aventurière incroyable. Je suis impressionnée de vous rencontrer. En 1990, vous avez été la première Française à atteindre le toit du monde. Comment on se dit, tiens, je vais faire l'Everest? J'étais très sportive, j'aimais ça. J'aimais sortir des sentiers battus, faire ce que les autres ne faisaient pas. Moi, j'aime bien dire que la vie, c'est un chemin. J'ai jamais choisi ni eu envie de tout ça. Je suis jamais partie en me disant, je vais réussir, je vais gagner. Je suis partie en disant, je vais oser, je vais le faire. Et j'aime bien dire, et le pire, c'est quoi? Des fois, ça marche. Très souvent, ça marche. Quand on écoute son cœur. Cette ascension, elle n'est pas anodine parce que vous devenez la première Française. Donc, est-ce que vous avez conscience, quand vous faites cette ascension, qu'il y a quelque chose d'historique derrière? Quand j'ai fait l'Everest, il y avait quand même une compétition. Il y avait 13 femmes en compétition. Donc, je suis une compétitrice. J'aime bien jouer et j'aime bien gagner aussi. Mais pas n'importe comment. Voilà, j'y vais, je gagne. OK. Je gagne pas, c'est OK aussi. Donc, voilà. Mais j'aime bien gagner. Et si elle a réussi, c'est parce qu'elle suit un mantra bien précis. J'ai gagné pour une raison vraiment très importante que j'ai vraiment compris aussi. J'étais libre d'échouer. À un moment, j'étais vraiment... L'air est très froid, très sec. J'avais les bronches brûlées. Je suis redescendue un peu plus bas. Me reposer. J'ai lâché prise. J'aime bien dire toujours lâcher prise. Mais j'ai eu cette intelligence et cette humilité de prendre une bouteille d'oxygène, une seule, contrairement à ce qui se passe maintenant. À un moment, je me suis dit, bon, est-ce que j'ose? Je suis à la porte, je peux gagner. Toutes les autres femmes étaient derrière, bien sûr. Ça aide un peu. Ou est-ce que je fais demi-tour, j'abandonne? OK, non, mais pas de mode suicidaire ou n'importe comment. Et vous êtes focus sur votre respiration. Je faisais 5 pas, je m'arrêtais, 5 pas, je m'arrêtais. Vous êtes guidé par cet objectif d'arriver là-haut. Vous vous sentez comment physiquement quand vous êtes là-haut, alors que vous avez marché pendant 15 heures? Tout est lent, tout est froid, tout est compliqué. Donc là, voilà, il faut garder le peu de lucidité qui nous reste pour mettre chaque pied au bon endroit et pas faire l'erreur. Il y a 3000 mètres de chute, on n'était pas encordés parce que s'il y en a un qui tombe, il peut pas. On n'a déjà pas la force de se porter.
Donc là, il faut être vigilant tout le temps. Et une fois là-haut, je me suis pas dit j'ai gagné, j'ai dit oh là là, maintenant, mais t'es folle, il faut tout redescendre. Attention, le danger, il est là. Et il faut savoir redescendre de l'Everest physiquement, parce que c'est la figure, mais psychologiquement. Et heureusement, Christine a fini sereinement son expédition. Un véritable exploit. Mais comment son entourage a réagi en apprenant le projet Everest ? Je leur demande pas leur avis. En fait, ça fait 10 années que j'enchaînais les expéditions. Je suis partie pour mon premier 8000. J'ai demandé à personne. Mes parents me connaissaient, ils ne pouvaient pas me dire non. Moi, j'ai toujours été la jeune fille mignonne. Je n'ai jamais fait trop de grosses bêtises, mais j'étais toujours aimé sortir des sentiers battus. Donc, ils avaient l'habitude que je parte avec des potes faire des trucs, du ski de rando. Je partais en stop, faire des entraînements de bateau. Et de toute façon, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas me dire non parce que je le faisais quand même. J'ai juste envie de faire ce que j'aime. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Et qui m'empêche de le faire. Est-ce que vous n'aviez pas quand même le sentiment que la société autour de vous vous réfrénait un peu là-dedans ou vous disiez c'est pas une femme, ça fait pas ça peut-être? J'avais des mecs hyper costauds avec moi en expé, c'est moi qui montais et eux ils calaient. Donc voilà, ça veut rien dire. Nous on est petites, mais il y a le mental, il y a une force qui est différente. C'est pas que le physique qui fait la différence là-bas. Quand on vous entend parler, on a l'impression que c'est parce que vous n'avez pas autorisé qu'on doute de vous ou qu'on remette en cause votre place. Oui, et puis c'était pour moi pas un problème. Et surtout, mesdames, prenez la place. Soyez libres. Qu'est-ce qui va vous dire que vous avez le droit ou pas le droit ? Christine a ouvert la voie à d'autres femmes en repoussant les limites qu'on voulait lui imposer. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Transformée par l'ascension de l'Everest, elle a voulu redonner ce qu'elle avait appris là-haut, la force, le courage et la confiance en soi. Elle crée alors l'association À chacun son Everest pour accompagner des enfants atteints de cancer et des femmes en rémission pour leur permettre à leur tour de gravir leur propre sommet malgré les épreuves. L'Everest, de l'avoir fait, a changé ma vie, bien sûr, mais m'a ouvert les portes de la mission que j'ai ouverte après avec À chacun son Everest et qui m'a permis d'inventer une autre médecine, la médecine de l'Everest ou la médecine de l'âme. J'aime bien. Merci beaucoup, Christine, d'avoir répondu à la question. Merci, Marie. À bientôt. Quelle femme. Incroyable. Incroyable. Ouais. Aujourd'hui, Christine Janin tend la main aux enfants et femmes malades à travers son association À chacun son Everest pour aider ceux qui affrontent une autre montagne, la maladie. Alors n'hésitez pas, faites un don. Bon, tout le monde, bien sûr, n'est pas Christine Janin et disons-le, il n'est pas nécessaire de gravir l'Everest pour dépasser les injonctions qui nous plombent, mais inspirons-nous de ce témoignage, écoutons notre cœur, notre intuition pour relever des petits ou des grands défis, soyons fous. Retenons de Christine Janin que pour briser le plafond vert, parfois il suffit juste de l'ignorer et de foncer. Donc Sylvie, je me demandais, qu'est-ce qui pousse une femme comme Christine à aller contre les normes, à gravir des montagnes, là où tout le monde disait qu'il fallait rester à la maison? Est-ce que c'est une force de caractère ou un goût du défi ou quelque chose qui est plus ancré dans notre cerveau? Alors en réalité, on pourrait toutes et tous être un petit peu comme Christine. Ah bon? Ben oui, parce qu'en fait, le moteur de notre cerveau, c'est la motivation. Donc quand on fait quelque chose, on le fait toujours parce qu'il y aura une récompense. On est motivé par le renforcement positif. En général, on est motivé par une récompense extérieure, par le regard des gens, par le fait qu'on les a impressionnés, donc ce qu'on appelle une motivation extrinsèque. Elle est à l'extérieur de nous. Mais les gens les plus persévérants, ce qu'ils ont, c'est une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que cette motivation, elle est à l'intérieur d'eux-mêmes. Elle ne dépend pas du regard des autres. Ils le font pour eux. Alors évidemment, ça exige un certain nombre de qualités. D'abord, il faut pouvoir faire ses choix, vraiment en toute connaissance de cause. Il faut en plus que ces choix soient pertinents, c'est-à-dire qu'ils correspondent à nos propres valeurs. Il faut qu'on en ait les compétences, vraiment. Et puis, il faut aussi que l'endurance, que la persévérance nous fasse plaisir, c'est-à-dire qu'on ait le goût à l'effort. Et donc, quand tout ça est réuni, comme chez elle, alors on peut, pour soi, pour le plaisir de se dépasser, simplement parce qu'on s'est fixé un objectif, on peut aller chercher la force en nous pour aller relever ce défi et aller jusqu'au bout de cette aventure qu'on s'est lancée. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Christine, c'est quand elle crée cette association Un Everest pour tous, pour chacun, c'est qu'on a tous des Everest qu'on pourrait gravir en fait. On n'est pas tous obligés de se lancer les mêmes défis. En réalité, si on acceptait de se faire confiance et surtout si on acceptait que la récompense est en nous,
et que du coup la motivation est en nous et que c'est à nous qu'on veut plaire parce qu'on veut vraiment relever le défi, on irait jusqu'au bout. Pas mal. C'est beau. Oui, c'est Sarah Cadour. Je crois qu'elle a envie de faire voler en éclats une nouvelle injonction. On vous écoute, Sarah? Allô? Ouais. Ali, Agathe, vous me recevez? Oui, Oh là là. Bon, je vous préviens, je suis peut-être un peu trop à l'aise là. Oui, j'ai pris une décision aujourd'hui, assumer tout. Parce qu'on en parle souvent, mais on le fait rarement. Aujourd'hui, j'ai envie de me libérer des injonctions au corps parfait et d'assumer mes complexes, mes vergetures, ma poitrine qui arrive au nombril, en baladant dans les couloirs totalement nus. Parce que j'en ai marre de me demander si j'ai le bon jean, la bonne coupe, la bonne lumière. Je suis pas là pour plaire à tous, je suis là pour m'appartenir. Et si vous aussi, devant votre écran, vous êtes déjà dit que vous n'étiez pas comme il faut, eh bien vous êtes parfaite comme vous êtes. Et c'est ce genre de compliments que je suis allée dispenser aux Françaises que j'ai croisées dans la rue. Une des solutions pour se libérer de ces injonctions à la beauté, c'est de faire preuve de sororité, car parfois même entre femmes, on a tendance à se critiquer physiquement. Vous trouvez, vous en pensez quoi de ça? Je trouve que oui, c'est les femmes qui critiquent plus. Et en fait, je suis toute la journée à regarder le corps des autres femmes, en bien, en mal, en me disant mais son grain de beauté, il est vachement bien placé. Oh, j'adore sa jupe. Oh là là, ça j'aime pas du tout. Je pense que c'est à cause du besoin de comparaison qu'on a. Et c'est justement nos insécurités qui font qu'on peut devenir un petit peu critique et parfois méchante. Et j'ai l'impression que la sororité se perd un peu. Eh bien, je vais y remédier en faisant des compliments aux femmes que je croise dans la rue. Waouh, vous êtes très élégante, très belle. Laissez-moi vous dire que vous avez une classe incroyable. Monsieur a touché le jackpot. Mesdames, si l'élégance avait un visage, ce serait le vôtre. Vous êtes radieuse, magnifique. Vous êtes très bien habillée. Bravo, trop belle, j'adore. Vous faites quoi comme sport pour avoir une ligne pareille? Oh waouh, je fais ma petite histoire. Ok, bah, vous êtes trop fraîche. Excusez-moi, c'est quoi votre couleur? Elle est trop belle. Merci, ça va aimer. Ouais, bonne journée. Au revoir. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a 2 soleils. Le principal est vous. Vous êtes radieuse. Très belle. Merci. Bonne journée. Eh bien voilà, des petits compliments comme ça mange pas de pain. Parce qu'elles sont toutes belles, les femmes. Magnifique look, vous êtes incroyable. Vous êtes trop belle. Bravo. Voilà, tout ce qu'on aime. Au top. C'est bien, elle fait preuve de sororité, vous avez raison. Merci, Sarah. C'est bien de complimenter les Françaises pour éviter justement les injonctions à la beauté. Et à cause de ces normes esthétiques inatteignables et amplifiées par les réseaux sociaux, 60% des femmes n'aiment pas leur corps. Et elles sont 2/3 à penser qu'elles doivent perdre du poids pour être socialement désirables. 2/3. Parmi elles, moi. Ah oui. Évidemment. Voilà. Et donc, Elsa, vous avez décidé de prendre le problème à bras le corps, c'est le cas de le dire. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, quand je regarde les réseaux sociaux, j'ai envie de rester chez moi, de m'enfermer dans le noir, de manger une raclette. Et en même temps, je me dis, si je mangeais une raclette, je ne serais pas toute seule, je serais avec vous. Bah ça, c'est sûr. Bah là, si vous voulez, Non, mais franchement, si vous vraiment. voulez tartiflette, raclette, tout ce qui se termine en ette, vous êtes la bienvenue. Mais oui, bien c'est sûr. avec vous. Mais tout ce flot d'images parfaites, de corps parfaits, de vie parfaite, c'est comme si on passait en fait notre vie à regarder un magazine des années 90 en version 4G. Et pendant que je me bats, évidemment, moi, alors vous me connaissez avec mes doutes existentiels dont je parle souvent le samedi matin, eh bien certaines affichent des abdos réversibles, des jambes sans cellulite, des peaux évidemment sans boutons. Mais un jour, je suis quand même tombée sur un compte qui m'a arrêtée. Malgré ce réseau social qui peut nous complexer, il y a quand même des gens qui créent parfois des contenus qui nous font du bien. Alors, elle s'appelle Rian Meyer. C'est une influenceuse néerlandaise. Elle est solaire, elle est canon, elle est drôle, elle est surtout honnête. Elle a 2 millions d'abonnés. Alors, donc, autant vous dire qu'effectivement, elle aurait pu continuer longtemps à faire sa vie comme si c'était une pub, enfin, à montrer en tout cas que sa vie ressemble à un film qui n'existe pas. D'ailleurs, c'est ce qu'elle faisait à ses débuts. Elle avait des selfies impeccables, des looks magnifiques, une lumière de rêve, enfin voilà, une vie idéale. Et puis un jour, elle a craqué. Elle en a eu marre de cette mise en scène ultra lissée. Elle raconte qu'elle se sentait épuisée. Elle était devenue une version lissée d'elle-même. Et ce décalage entre ce qu'elle montrait et ce qu'elle vivait a vraiment fini par lui donner l'impression, en fait, d'être une imposture. Et alors, elle a décidé de montrer
l'envers du décor, l'envers des photos. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, elle s'est mise à poster donc une photo qui était très jolie, très bien, où elle pose bien, où il y a une belle lumière, et puis une photo de la vie réelle avec un double menton, avec pas une super bonne lumière. Enfin, voilà. Ce que fait Rian Meyer, c'est simple, mais puissant. Et ça me fait penser d'ailleurs à une autre personnalité qui propose ce type de récit, c'est évidemment l'immense Céleste Barber, qui parodie avec beaucoup d'autodérision les standards de beauté véhiculés sur les réseaux. Et c'est vrai que ce genre de modèle, ça nous décomplexe, ça nous aide à nous libérer de ces injonctions à la beauté, Sylvie. Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, ces injonctions à la beauté, on les intériorise. Et si tout le monde joue le jeu, si tout le monde est fake, bah finalement, on finit par penser qu'il n'y a que nous qui sommes différentes de ces femmes parfaites, au corps parfait, au bronzage parfait, au brushing impeccable. Et donc, du coup, le fait qu'elle fasse ça avec humour, que ça nous fasse rire, ça a plusieurs vertus. Premièrement, c'est décomplexant. Deuxièmement, elle procure du plaisir en étant elle-même et en montrant le ridicule de ces situations. Et donc, du coup, c'est d'une pierre deux coups. D'une part, ça permet plus de diversité. Ça permet de voir qu'il y a des gens qui sont comme nous et qui, en plus, arrivent à faire rire et à faire plaisir en étant comme nous. Et donc, du coup, c'est le meilleur moyen de faire évoluer les normes. C'est ce que j'essaye de faire, moi aussi, d'ailleurs, dans cette émission. Alors, pour se défaire de ces injonctions à la beauté et apprendre à s'aimer tel que l'on est, Elsa, elle aussi a tenté en rangeant ses complexes au placard et elle s'est révélée au cours d'une séance photothérapeutique, un shooting bienveillant sous le regard d'Olga Benetton pour un moment de résistance joyeuse qui invite à se regarder autrement afin de retrouver toute sa puissance. Olga, alors qu'est-ce qu'on fait ici déjà? Qu'est-ce qu'on fait ici? On prend soin de soi en fait. Prendre soin de soi, c'est tout le projet d'Olga Benetton. Photographe, elle propose des séances de photos thérapeutiques conçues pour aider les femmes à se voir avec plus de bienveillance. Ce que je dis avec mon appareil photo, c'est que je tends un miroir et l'idée, c'est de vous regarder en vérité, en fait. Mais moi, c'est plutôt pour ancrer quelque chose de positif. Une fois qu'on aurait fait des photos ici et puis qu'il y a une photo où vous vous sentez bien, le fait de la regarder, c'est un peu comme un talisman. C'est comme une réappropriation de facettes de vous que vous avez oubliées. Et l'idée, c'est de remettre de la douceur, de la bienveillance sur ce corps, on n'en a qu'un. C'est une invitation à se réconcilier avec son image, en fait. Un processus qui se déroule en 2 temps. Première étape, se réconcilier avec son passé. Olga m'a demandé de porter une tenue doudou qui me replonge en enfance et d'écrire spontanément sur des post-it les mots qui évoquent mon histoire. Et après, je colle. Voilà. Et tu colles où tu veux. Tu peux les coller dessus, tu peux les coller dedans. Et les premiers mots qui me viennent sont papa, sucre, peur ou encore triste. Et oui, j'ai vraiment joué le jeu. Et pour laisser ces émotions qui m'ont parasité définitivement derrière moi, Olga m'invite à froisser les papiers et à les jeter symboliquement. Bien sûr, son appareil n'en rate rien. Comme ça, parfait. Et regarde-moi avec un air de curiosité. Au terme de cette mise en scène, je découvre alors les images, non sans me laisser gagner par l'émotion. C'est bon. Ouais, vas-y. J'ai un peu peur, hein. On y va. Ça va bien se passer. Voilà. Oh, on dirait un petit chien. Oh, elle est dingue, cette photo. Et alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'elle est dingue? Elle est dingue parce que tu me parlais du vide. Qu'est-ce que c'était le vide pour moi? Donc j'ai mis triste. Attends, je vais pleurer pour de vrai. Ça me remonte. Que quand on ne s'est pas aimé pendant des années, c'est beaucoup plus simple de se complaire dans cette attitude-là que d'oser dire « mais non, maintenant ça va ». Oublions le passé, la suite de la séance se conjugue au futur. Place maintenant à la séance femme puissante. En fait, c'est toi, Elsa, la femme puissante que tu es. Ok, et d'accord. ça, c'est ton trône. Voilà. Ok, c'est mon trône. Vas-y, respire un bon coup et à toi tous les yeux. Objectif, incarner cette féminité assumée qui m'a fui trop longtemps. Et pour y parvenir, Olga m'a demandé de venir avec une tenue que je n'ose plus porter, celle que j'ai remise au placard un petit peu. Ce sera cette robe à fleurs échancrée qui laisse apparaître ma peau, mes hanches et mes jambes. Yes, Elsa dans toute sa puissance. Magnifique.
La séance touche à sa fin, c'est l'instant révélation. Olga m'accompagne pendant la découverte de ses portraits et je me surprends à poser un regard doux et positif sur moi-même. Et là, je suis heureuse parce que je me sens bien, je me sens épanouie. Ah, celle-là, elle est incroyable. Le point levé, c'est mon côté militante. Ça fait aussi partie de mon ADN, de mon histoire. C'est très connoté aussi avec l'histoire de mon père. Puis en même temps, il y a la part féminine. Elles sont incroyables. J'aime beaucoup celle-là parce que je danse, en même temps, je bouge. Et puis, c'est la vie, quoi. Elle est très belle aussi. Ce câlin, je me fais un câlin moi-même. Mais je préfère des photos avec de la douceur. Je pense que la puissance, elle peut aussi venir de la douceur et de l'apaisement, plus que je bombe le torse. En fait, quand on dit puissance, c'est juste que tu es dans toute ta potentialité. C'est cette souveraineté, en fait. Mais après, ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que ça montre aussi ton chemin. Le fait de repasser sur ces photos-là, ça te montre que, ok, j'ai été comme ça, mais en tout cas, je sais qu'il y a une suite. C'est en ça que la photo devient thérapeutique, c'est que, mais il y a un petit pouvoir, en fait, de quelque chose de, on se sent mieux avec, on se sent plus fort, on se sent plus complète. Et donc, ça, ces photos, j'ai le droit de les garder. Oh, mais je suis trop contente. Bah, bravo. Non, merci beaucoup, merci. Incroyable, grâce à Olga, j'ai pu avancer à mon rythme. J'ai contemplé la Elsa d'hier avec les yeux de celle que je suis devenue aujourd'hui et en mesurant surtout le chemin parcouru. Merci beaucoup, Olga. Est-ce qu'on peut dire une chose ? Non mais vraiment, vous êtes... Allez-y. Ah, vous êtes gentil. Non, c'est pas de Non, mais c'est gentillesse, au-delà, vrai. beaucoup de tendresse. Moi, je voulais vous dire une chose quand même, parce que je dis un truc dans ce reportage qui est une réalité, parce que j'ai un peu le rôle de Calimero dans cette émission, mais quand même, on peut se complaire aussi, et ça c'est important qu'on l'entende, on peut se complaire dans le mal-être. Moi, j'ai eu tendance pendant longtemps à me complaire dans le mal-être. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce sujet, j'ai été assez frappée, parce qu'elle me demandait de faire des choses qui un peu quelque part m'agaçaient malgré tout, parce que j'avais pas envie de poser de mettre des mots à un truc, de mettre des mots sur mon malheur ou sur machin, parce que je me sens plus là-dedans du tout. Mais c'est vrai qu'elle m'a étonnée parce que en fait elle fait des très belles photos. Ah ouais, donc elle ressort quelque chose de nous qui est très doux, qui est assez joli. Donc finalement, c'était très positif. Alors, apprendre à aimer son corps tel qu'il est, c'est un combat qui prend du temps. Il faut souvent des années avant de se libérer des injonctions à la beauté. Sylvie, pourquoi ces normes esthétiques sont si puissantes et si addictives ? Parce que ça commence dès l'enfance, en fait. On nous demande d'être parfait, corps parfait, esprit parfait. Et puis, donc, on va intégrer ces normes et c'est ce qu'on appelle le biais de conformité. On va essayer de se conformer vraiment à ce qu'on devrait être, à ce qu'on attend de nous, à ce qui est le mieux pour nous. Et c'est extrêmement dur de s'en défaire. Alors, en plus de ça, il y a le piège des réseaux sociaux. Parce qu'on l'a vu, pour tous les influenceurs, c'est le cas, mais aussi pour n'importe qui. Quand vous filtrez votre photo et que vous apparaissez beau, bronzé, mince, musclé, avec une vie parfaite, et que vous obtenez un like, dans votre cerveau, en fait, ça active le circuit de la récompense qui, du coup, vous pousse à continuer à faire la même chose, donc à tricher, encore tricher, encore tricher, et se conformer à ce qu'on attend de vous plutôt que d'être ce que vous êtes vraiment. Et le jour où vous décidez d'être vraiment vous, de vous séparer de ces injonctions, ça devient très difficile parce que l'écart s'est agrandi entre ce que vous devriez être et ce que vous êtes vraiment, ou ce que vous avez montré de vous et ce que vous êtes vraiment. Et on sait qu'en ce qui concerne l'image du corps en particulier, c'est très difficile de se construire une image du corps réelle. Par exemple, les gens qui ont perdu du poids, beaucoup de poids, continuent à acheter 2-3 tailles au-dessus de leur taille réelle, même une fois qu'ils ont maigri, parce que réactualiser dans notre cerveau la véritable image de soi, ça prend énormément de temps. Et donc du coup, pour se défaire de ces injonctions, pour se libérer vraiment de ces normes et pour redevenir soi-même, c'est un travail éminemment cognitif, mais aussi sur nos émotions. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'anxiété à s'accepter tel qu'on est et à refuser d'être celui parfait qu'on devrait être. Toutes ces injonctions nous montrent à quel point la société attend des femmes, mais aussi des hommes. C'est vrai, parce qu'il y a des injonctions qui sont aussi propres aux hommes. Enfin, de nous, on attend qu'on soit tout à la fois. On doit être belle, on doit être intelligente, on doit être maternelle, performante, drôle, pas trop, douce, organisée, désirable. Et c'est vrai que c'est tuant, quoi. C'est exténuant. Alors voilà pourquoi on a décidé de dire fuck. Ce fuck, là, on va le dire grâce à notre invité coup de cœur. Donc laisse-moi te chanter, l'aller te faire en...
Bonjour Anne-Sophie Lesage, bienvenue dans cette émission. Vous êtes l'autrice avec votre sœur jumelle Fanny de ce livre, Celle qui a dit fuck. Je suis très heureux de dire fuck sur France 2. Le journal de bord, tendre, drôle et libérateur d'Alice, une femme qui a décidé de lâcher prise. Alors un jour, elle se retrouve à un enterrement de vie de jeune fille avec ses copines, loin de leur mari et de leurs enfants. Elles se confient les unes aux autres et elles partent du sentiment d'être de mauvaises mères, de mauvaises employées. Elle part de la charge mentale, de la pression constante d'être parfaite. Et cette conversation, à cœur ouvert, agit comme une véritable libération. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à... C'est ça qui vous a poussé à écrire ce journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête, les injonctions. Oui, alors c'est vrai qu'on écrit souvent, c'est des fictions évidemment pures, hein, c'est pas du tout notre quotidien. C'est très loin, on rassure tous nos proches. Donc oui, non, c'est vrai qu'on a eu cette prise de conscience avec Fanny, parce que la force d'être jumelles, c'est qu'on communique toutes les deux beaucoup là-dessus sur nos vies de femmes. On s'est dit qu'on passait quand même énormément de temps justement à se prendre la tête sur cette quête de perfection. On a réalisé assez vite qu'on n'était pas seuls. Donc de là, on a eu envie de créer ce personnage, Alice, qui décide justement de partir en quête de lâcher prise. Mais vraiment avec ses gros sabots, en se disant, moi j'en ai marre de me prendre la tête, j'y vais. Et donc il va chercher des outils au gré de ses rencontres, etc. Alors vous vous définissez comme une perfectionniste repentie. Aujourd'hui, vous arrivez à dire fuck aux injonctions, fuck à la perfection, fuck à cette pression constante d'être toujours au top. Et il y a aussi une autre injonction que vous dénoncez, c'est l'injonction au bien-être. Voilà, on va faire notre autocritique un peu dans Bel et Bien. Je me dis, je suis très très d'accord avec vous. Vous dites qu'en 2025, on doit faire ses 10 000 pas par jour, on doit méditer au réveil, on doit dormir 8 heures minimum, on ne doit pas manger trop gras, on ne doit pas manger trop sucré. Vous demandez si on n'est pas passé d'une pression à être performante, en fait, à celle d'être épanouie en permanence. D'ailleurs, vous savez quoi ? Eh ben moi, je me libère aujourd'hui de cette injonction au E411 et au sucre. Qu'on m'apporte tout de suite une mousse au chocolat. Oh non, faites pas ça. Immédiatement. Oh là 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 là. Allez, je vais le faire. Arrêtez-la. Je vais le faire et je vais la manger, je vous le jure, devant vos yeux. Non. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Oh, mais c'est fuck, c'est bon. Tenez. Merci. Oh, que c'est bon. Bon, ras-le-bol de cette injonction à manger sainement tous les jours de la semaine. Bref, je vous écoute sur cette injonction au bien-être que vous dénoncez, alors même que vous écrivez un livre de développement personnel. Ça, je dis rien, hein, mais bon. Non, mais parce qu'il y a des limites quand même. Je m'en rends compte, je m'explique tout de suite. L'idée justement pour nous à faire passer dans les livres, c'était de dire que la première étape justement vers la libération, c'était ce côté s'affirmer, apprendre à dire non, à dire fuck, parce que c'est un côté vraiment défouloir de le dire. Enfin, déjà, on le voit depuis tout à l'heure sur le plateau, tout le monde s'amuse. Donc, il y a un petit côté vraiment défouloir. Donc, on a eu cette envie parce qu'on s'est dit que c'était plus possible de jouer le rôle de la mère parfaite, de la petite amie parfaite, de la copine parfaite. La collègue parfaite. La collègue parfaite, pardon, tout en ayant cette impression, en effet, de devoir malgré tout être souriante, épanouie, de ne pas avoir l'air fatiguée alors qu'on l'est, qu'on a le droit de l'être, qu'il faut accepter aussi ses émotions négatives. Et voilà. Votre livre est très drôle, décomplexé, presque insolent par moments, avec un langage assez cash et des textes bien sentis. Je pense à cette scène où Alice, le personnage principal de votre livre, en quête de modèle, se questionne. Je vous laisse nous lire cet extrait. Je vais le faire. C'est vous qui le lisez ? Allez-y. Oui. Comme vous voulez, vous voulez le faire ? Non, allez-y. Parce que j'adore. L'héroïne de fiction que je voudrais être, j'hésite entre Daenerys dans Game of Thrones, parce que je trouve que se balader à poil avec des dragons impose tout de suite le respect, et ce moyen de locomotion doit être moins cher qu'un passe Navigo, et Fabienne Lepic de Fais pas ci, fais pas ça, qui incarne admirablement la notion de lâcher prise. Fabienne Lepic sur un dragon, est-ce que c'est possible ? Anne-Sophie, vous avez choisi l'humour, c'était naturel, pour lutter contre toutes ces injonctions, pour leur dire fuck.
Ouais, pour nous, c'était un peu notre moyen de communiquer avec Fanny. C'est vrai que c'est un peu notre terrain défouloir, d'où justement le côté celle qui a dit fuck. Ça restait un moyen de dire fuck à cette quête de perfection constante qu'on nous impose. Donc voilà, c'était assez naturel, c'est venu comme ça. On avait aussi besoin de se dire, de rassurer entre guillemets en disant que ça nous arrive à toutes, mais de manière, d'essayer d'alléger un petit peu ce quotidien. Pour nous, la place de la sororité est très présente. Ce qui est d'ailleurs le titre de notre dernier livre, justement, ça nous arrive à toutes, pour rappeler justement qu'au final, on est toutes relativement à partager ce quotidien un peu lourd et se dire que parfois, on peut aussi en rire lors d'une soirée entre copines. Tiens, j'aimerais bien qu'on regarde la liste des injonctions qu'on a vues tout à l'heure. Regardez. Je pense que j'ai compris. Faut juste dormir 8 heures, s'entraîner 5 fois semaine, manger sainement, boire 2 litres d'eau par jour minimum, compter ses protéines, ses calories, ses glucides, ses macros, faire du yoga pour la souplesse, prendre des vitamines, prendre des suppléments. Faut pas oublier le cardio, éviter le sucre, manger des légumes à tous les repas, prendre du collagène pour la peau, se masser avec une brosse anticellulite, un jeûne intermittent, réduire la consommation de café, faut pas oublier les douches froides, faut pas oublier de méditer, éviter l'alcool, éviter les ingrédients transformés, manger lentement, faut pas oublier de faire ses 1000 pas par jour, ah oui, boire du thé, faire de la madéro, drainage, faire des cures de jus vert, éviter le gluten, le lactose, le sucre, tout ça avec une job à temps plein, une maison à entretenir, des enfants à élever et en entretenant bien son couple. Voilà le secret, c'est vraiment facile. Voilà, alors je remets ça parce que ce qui est important de dire, c'est que dans votre bouquin, vous proposez des conseils concrets pour justement apprendre à dire fuck à ces injonctions qu'on vient d'entendre. Donc on veut bien que vous nous en partagiez un ou deux à mettre en pratique dès aujourd'hui. Comment est-ce qu'on commence à lâcher prise sans culpabiliser? Parce que le problème des injonctions, c'est la culpabilité qui est quand même une émotion très désagréable, il faut le dire. Oui. Et c'est pour ça que justement dans celle qui a dit fuck, l'idée c'était d'avoir un cheminement d'un personnage qui va un peu de petites victoires en galère. Elle met en place un outil de il faut que rien du tout, parce qu'elle se rend compte que dans son quotidien, justement, ça va il n'y être a qu'à faucon, rien en fait. Voilà, la to-do list, etc. Elle en a marre, donc elle remplace sa to-do list par une liste de victoires pour changer de ce qu'elle a bien fait, de ce qu'elle a fait, pas de tout ce qui lui reste à faire. Et de changer, justement, c'est il faut que par de quoi j'ai envie. Donc ça paraît tout bête, mais à partir du moment où on change un peu le spectre justement de tout ça, ça permet déjà d'enlever un poids de pression. Et en effet, donc le côté vraiment lister les victoires de son quotidien pour se redonner aussi un petit peu confiance en soi, parce que c'est pas évident justement ce quotidien. Donc ça l'aide pas mal. Après, elle met en place des rituels plus ou moins rigolos, et justement parler d'humour, c'est assez important, de petits rituels aussi. Voilà, donc elle se lance dans des petites gymnastiques un peu de bon matin qui remplacent la séance de yoga, mais un peu plus punchy, avec quelques gros mots. Là encore, on va peut-être s'arrêter. Mais donc voilà, donc il y a une flopée de petits rituels. Et c'est un peu à chaque lectrice de se l'accaparer ou pas, en fonction justement de ce qu'elle recherche. Ils ont le droit de le lire aussi ou pas? Tout à fait. Et on a eu des lecteurs, hommes qui nous ont fait des témoignages, justement. Tout à fait. À quoi vous avez dit fuck, vous, après avoir écrit ce livre? Alors moi, c'était vraiment la quête c'est parti vraiment de cette quête de lâcher prise. Des ruminations constantes. C'était vraiment à titre personnel en tout cas, j'ai beau avoir une sœur jumelle, on reste différentes, on n'a pas les mêmes caractères. Moi, c'était vraiment le côté rumination incessante qui me portait préjudice au quotidien. Je m'en suis rendu compte. Et ce livre m'a permis d'ouvrir quelques clés que justement, que ce soit des petits rituels vraiment concrets du quotidien. À un moment, elle vide ses poubelles mentales, etc. Elle se déleste de ça sur papier crayon, des choses comme ça. Donc moi, c'était vraiment qui n'est pas une petite injonction non plus, qui prend de la place, mais ça reste un travail constant. Donc ça vous a fait du bien, vous aussi? L'écriture déjà en soi est on n'arrête pas de le dire dans nos livres, c'est une thérapie déjà. Le fait d'avoir la chance de pouvoir coucher sur le papier, tout ça, c'est déjà super. Sylvie, sur ce lâcher-prise? Oui, alors moi, je pense que j'ai une position un tout petit peu différente du développement personnel, parce qu'en réalité, les injonctions, ce qu'elles tuent, c'est la spontanéité. Et du coup, elle vous oblige à vous contrôler, à contrôler tout ce que vous faites. Et c'est ça qui est épuisant au quotidien, parce qu'on ne peut pas contrôler tout ce qu'on fait. Et donc, l'idée de lâcher prise, c'est l'idée de redevenir spontané. Donc, qui dit spontané dit forcément pas
conseils, liste de conseils qui vont peut-être pas s'appliquer à tout le monde, c'est justement essayer de récupérer un comportement qui correspond à ses valeurs vraiment intimes, intrinsèques. Il y a eu une étude qui a été publiée dans un journal qui s'appelle Santé mentale, qui a révélé que les gens qui, pendant plusieurs mois, 3-4 mois, arrivaient à lâcher prise, pouvaient voir leur anxiété diminuer de 24 jusqu'à 50%, là où ceux qui ne réussissaient pas à lâcher prise gardaient le même niveau d'anxiété, voire étaient un petit peu plus anxieux. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure où on s'impose toutes ces choses, l'anxiété vraiment est là, est très présente, et on sait à quel point l'anxiété, c'est vraiment nuisible à tous les pans de la personnalité. Donc moi, je dirais que même hormis le développement personnel, c'est important de retrouver ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du mal, et ce qui vient spontanément, et arrêter d'être en même temps celui qui fait et celui qui juge, qui regarde. Donc être entièrement en pleine conscience à ce qu'on fait, sans pour autant se faire violence. Et c'est ainsi que s'achève Bel et Bien. Merci Anne-Sophie Lesage d'avoir été avec nous. Si vous voulez continuer à vous libérer du poids des injonctions, je conseille à nos téléspectatrices et téléspectateurs votre dernier livre coécrit avec votre sœur Fanny. Ça nous arrive à toute petite crise existentielle, grandes angoisses et café crème aux éditions Robert Laffont. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Allez, on vous retrouve tous les jours de la semaine à 10h sur France Inter. Dans Grand Bien vous fasse, il n'y a pas une injonction, malgré le fait que vous parliez de bien-être. Exactement. Jamais. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne. D'ici là, n'oubliez pas. Une injonction. N'oubliez pas de respirer 3 fois par jour, de méditer, vous mangez bio, 5 fruits et légumes par jour. Lâchez-vous la trappe. Voilà, vous baladez en forêt, 10 000 pas minimum, c'est vraiment un minimum, croyez-moi. N'oubliez pas de faire une activité physique régulière, 3 fois 50 minutes minimum, c'est vraiment aussi un minimum. Allez, prenez soin de vous, lâchez prise, bisous. Radio.